Bienvenue, bonsoir, je m'appelle Raïssa Laraza, je suis la coordinatrice de cette campagne œcuménique et je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être là avec nous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur les mobilisations de la société civile pour le climat et pour la justice climatique. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés, j'espère que vous allez bien et je me réjouis de ce moment avec vous. Et je pense qu'on va avoir une soirée intéressante, inspirante, et j'espère qu'elle va être une source de motivation pour chacune et chacun d'entre nous. Donc cette soirée a été organisée par Pain pour le prochain et Action de Carême dans le cadre de notre campagne annuelle qui porte cette année sur le thème de la justice climatique. Et elle est organisée en partenariat avec les aînés pour la protection du climat et Extinction Rébellion. Donc, nos intervenants et intervenantes ce soir, nous aurons avec nous Anne Marère, qui est coprésidente des Aînés pour la protection du climat et ancienne conseillère nationale, Sonia Ediger, qui est médecin généraliste et engagée dans la branche médicale d'Extinction Rébellion, et Yvon Maillard, qui est spécialiste en justice climatique chez Pain pour le prochain. Et c'est moi, Raïssa Laraza, qui vais modérer la discussion. Donc, juste un petit rappel du programme. Donc, il y a une introduction jusqu'à 19h15 où la table ronde va commencer. Donc, la table ronde, c'est moi qui vais poser des questions aux intervenantes. Et puis, ensuite, à 8h10, on vous proposera un petit moment un peu plus relationnel où vous pourrez échanger en petits groupes. À 8h20, on aura un moment pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous taraudent aux intervenantes et intervenants. Et la soirée finira à 21h. Donc, cette soirée a lieu dans le cadre de la campagne œcuménique 2021 de Pain pour le prochain Action de Carême en collaboration avec Être Partenaire, qui porte sur le thème de la justice climatique. Nous sommes des organisations de développement qui sont basées en Suisse et nous travaillons ici en Suisse, mais également dans les pays du Sud avec nos organisations partenaires locales pour un monde plus juste. Donc, nos axes principaux de travail, nos thèmes principaux sont le droit à l'alimentation. Donc, on va par exemple travailler sur les thématiques des droits des paysans et des paysannes, le droit aux semences paysannes, l'accès à la terre, l'agroécologie, par exemple. On travaille aussi sur l'économie éthique. Donc, il s'agit de la responsabilité des entreprises par rapport au respect des droits humains et de l'environnement. Et puis, on travaille aussi sur le thème de la justice climatique. Donc, cette campagne œcuménique, on la mène ensemble depuis plus de 50 ans dans le but de sensibiliser la population suisse aux liens d'interdépendance complexes à l'échelle mondiale afin d'obtenir des changements structurels pour réduire les inégalités et arriver à une plus grande justice à travers le monde. Et durant cette campagne, nous dénonçons chaque année une injustice et nous invitons les personnes à agir pour un monde plus juste. Cette année, on parle de justice climatique. Comme le montre cette image, nos modes de vie et de consommation dans les pays du Nord ont un impact sur les populations des pays du Sud. Et quand on parle de justice climatique, on parle aussi de changement climatique. En Suisse, on en a conscience, mais parfois de manière un peu lointaine. Mais nos partenaires dans les pays du Sud nous rapportent leurs témoignages sur la réalité concrète et parfois dramatique des conséquences des changements climatiques dans leur pays actuellement. Et l'injustice climatique, en fait, est double. Et de quoi on parle, en fait, c'est le fait que les pays du Sud, aujourd'hui, sont ceux qui ont le moins contribué au changement climatique. Pourtant, ce sont ceux qui sont le plus impactés par les conséquences des changements climatiques. Et la double injustice, c'est aussi que ce sont les pays les plus vulnérables et qui disposent de moins de moyens pour s'en prémunir et pour s'y adapter. Donc, sur ce graphique, on voit l'illustration en fait, de l'injustice climatique qui nous montre la part des émissions cumulées de CO2 depuis 1990 jusqu'à 2015. Et puis, on voit en fait que par rapport à la population mondiale, les 10% des plus riches ont émis plus de 52% des émissions de CO2, donc c'est ceux qui sont gris et noirs, tandis que les 50% des personnes les plus pauvres ont émis seulement 7% des émissions de CO2, donc en vert foncé. Quelles sont les conséquences des changements climatiques? Donc, les effets des changements climatiques sont nombreux. Par exemple, la perturbation du cycle des pluies
les sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau des mers et l'augmentation des événements climatiques extrêmes tels que les typhons ou les ouragans. Ces conséquences de changement climatique frappent surtout, comme je l'ai dit, les habitants et habitantes des pays du Sud et ils viennent encore aggraver en fait les conditions de vie de personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité sociale, économique et environnementale. Les problématiques du climat et du développement ne peuvent pas être dissociées. En effet, les changements climatiques sont étroitement liés à la question de la sécurité alimentaire, mais aussi à la question de la justice sociale. Ils viennent impacter directement différents droits humains, notamment le droit à l'alimentation, mais aussi le droit à la santé et le droit à la vie. Ils compromettent ainsi le droit au développement des pays du Sud et c'est pourquoi nos organisations font de la justice climatique l'une de leurs priorités. Donc, la notion de justice climatique soulève bien évidemment la question de la responsabilité. Et la crise climatique n'est pas seulement un phénomène scientifique, en fait, elle a des causes et des conséquences sociales, économiques et politiques. Il y a un objectif commun entre la justice climatique et la justice sociale, qui est celui de réduire les inégalités. Et un autre aspect important à souligner, c'est nos responsabilités envers les générations futures, auxquelles nous voulons laisser un climat et une planète préservée et viable. Donc, quels sont les messages principaux de cette campagne? Nous demandons la justice climatique. Pourquoi? Parce que la crise climatique est aiguë et menace déjà la sécurité alimentaire des populations du Sud. Les pays responsables du changement climatique doivent enfin prendre leurs responsabilités. Nous devons agir maintenant et réduire nos émissions de CO2. Donc, les pays du Nord, dont la Suisse, ont une plus grande part de responsabilité dans le dérèglement climatique. C'est pourquoi ils doivent diminuer leurs émissions de CO2 et apporter une assistance technique et financière aux pays du Sud pour qu'ils puissent s'adapter aux effets des changements climatiques. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'à partir de 2040, nous rendions nos vies et nos économies climatiquement neutres, donc sans pétrole, sans charbon, sans gaz. Nous demandons que les émissions nettes de gaz à effet de serre soient neutres d'ici 2040 afin que la Suisse n'émette pas plus que ce que la nature peut absorber. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, comme convenu dans l'accord de Paris sur le climat. Donc, dans le cadre de cette campagne, nous demandons également à la Banque nationale suisse de prendre ses responsabilités et de désinvestir des énergies fossiles. La Suisse accentue en fait le réchauffement climatique, en particulier par le biais de sa place financière. Il faut savoir qu'aux 47 millions de tonnes de CO2 émises à l'intérieur de nos frontières, il faut ajouter un volume environ 22 fois supérieur dû aux activités des banques suisses. Donc, c'est énorme. Et à cet égard, la BNS joue un rôle important. En effet, elle a un portefeuille pétrolier, gazier et charbonnier lourd de près de 6 milliards de francs suisses. Et elle fait augmenter les émissions suisses de près de 43,3 millions de tonnes de CO2 par an. Cela encourage un réchauffement climatique qui va vers 4 à 6 degrés, donc bien au-delà des 1,5 degrés convenus par l'accord de Paris sur le climat. Donc, nous avons lancé une pétition pour demander que la Banque nationale suisse désinvestisse des énergies fossiles et vous pouvez la signer en ligne sur le lien qui apparaît dans ma dia, voireagir.ch/BNS. Comment agir? C'est le thème qui nous occupe ce soir. Donc, nous nous préoccupons des conséquences des changements climatiques que les personnes des pays du Sud doivent déjà affronter aujourd'hui alors qu'elles n'en sont pas responsables. Nous nous préoccupons de notre avenir, mais aussi de l'avenir de nos enfants et des enfants à venir. Nous nous préoccupons de l'avenir de la planète et nous voulons nous engager pour une société juste et responsable. Face à la crise climatique, quelles sont les solutions et comment est-ce qu'on peut, nous, s'engager pour faire bouger les choses? Quel est le pouvoir et quelle est la responsabilité de la société civile? Donc, avoir un mode de vie et une consommation consciente et responsable, c'est important, mais cela ne suffit pas. En plus de limiter nos propres émissions, nous pouvons aussi agir collectivement. Quand on parle de justice climatique, on ne peut pas passer à côté de la question des mobilisations et de l'engagement citoyen. Donc, les possibilités de mobilisation sont multiples. On a par exemple le bulletin de vote pour soutenir une politique climatique responsable. On peut aussi choisir une banque qui n'investit pas dans le domaine des énergies fossiles. On a aussi les outils de lutte sociale, tels que les grèves et les manifestations, qui peuvent aussi être internationales. Et d'ailleurs, demain, le vendredi 19 mars, il y a par exemple des mobilisations pour le climat
qui vont être organisées partout dans le monde dans le cadre de la Journée mondiale de la grève pour le climat. Et cette grève aura aussi lieu demain dans toute la Suisse, portée par le mouvement de la grève du climat pour défendre le net zéro d'ici 2030 et la justice climatique. Mais encore, il existe des leviers d'action sur le plan judiciaire, sur le plan des actions non violentes ou au travers des ONG qui s'engagent pour cette cause ici et dans les pays du Sud. Quelles sont les différentes manières de se mobiliser? Comment articuler les différents axes de mobilisation pour obtenir un résultat concret? Et quelles sont les limites de la mobilisation? C'est ce que nous allons explorer ce soir avec des témoignages de 3 personnes très engagées qui se mobilisent chacune à leur manière pour le climat et la justice climatique. Donc, je souhaite la bienvenue et je remercie beaucoup Anne Marère, Sonia Ediger et Yvan Maillard-Ardenti d'être avec nous ce soir. Je vous les présente en 2 mots. Anne Marère est la coprésidente des Aînés pour la protection du climat et elle est ancienne conseillère nationale. Avec les Aînés pour la protection du climat, elle mène une action judiciaire contre la Suisse pour inaction climatique. Et la Suisse se retrouvera devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. C'est une des premières de ce genre et elle pourrait constituer un précédent en Europe. Sonia Ediger est médecin généraliste engagée dans la branche médicale d'Extinction Rébellion. Et selon elle, la stratégie est d'interrompre le train-train quotidien de la population de manière non violente pour que celle-ci se questionne et se positionne face à l'urgence. Et on a aussi avec nous ce soir Yvan Maillard-Ardenti, qui est responsable du programme Justice climatique chez Pain pour le prochain et qui va pouvoir témoigner de la manière dont les ONG se mobilisent concrètement pour la justice climatique ici en Suisse, mais aussi dans les pays du Sud. Ma présentation s'arrête ici et je vais donc maintenant commencer avec la partie de table ronde où je vais poser les questions à nos invités de ce soir. Voilà, alors Anne Marère, Sonia Ediger, Yvan, bonsoir, bienvenue. Vous pouvez rallumer vos micros. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais vous poser une question à vous 3. J'aimerais savoir en fait pourquoi vous avez décidé de vous engager pour le climat, pour la justice climatique. Quel a été le déclic? Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter voilà, le déclic de votre engagement? Peut-être je donne la parole à Anne pour commencer. Volontiers. Alors, c'est un engagement de très longue date, un engagement pour l'environnement au niveau politique, d'abord dans la commune, au canton et au national sous la bannière des Verts. Et là, j'ai été confrontée pratiquement tout le temps au manque de volonté politique et que face à l'urgence climatique qui nous touche toutes et tous, je me suis dit qu'il n'y avait pas de retraite possible et qu'il fallait continuer à agir, d'où mon engagement nouveau au plan judiciaire avec les Aînés pour la protection du climat. Merci. Et vous, Sonia, comment est-ce que vous pouvez nous raconter en fait pourquoi vous avez décidé de vous engager pour le climat? Alors pour moi, je pense pas qu'il y ait un événement déclic, hein. C'est juste des annonces sur l'état de notre planète de plus en plus catastrophique et angoissante, hein, qui ont fait qu'au moment où Extinction Rébellion a été créée en Angleterre, j'étais mûre pour m'engager. Après, je m'étais, par mon métier, déjà, j'étais sensibilisée à la justice sociale, mais que ce soit lié à l'environnement, c'est venu plus tard, ces dernières années, je dirais. Merci. Et puis, Yvan, pourquoi est-ce que tu as voulu t'engager sur ce thème de la justice climatique? Alors en fait, c'était lorsque en 1989, donc il y a quelques années déjà, lorsque je devais prendre une décision sur ce que je voulais étudier, j'hésitais entre 2 choses. Soit j'étudie la physique, soit j'étudie les sciences de l'environnement. Et puis je me suis tout d'un coup dit, ah non, mais si j'étudie la physique, je vais terminer à travailler dans une centrale nucléaire. Donc je vais plutôt choisir les sciences de l'environnement. Parce que comme ça, je peux m'engager pour l'environnement. Et ensuite, j'ai étudié à Zurich, à l'EPFZ, des sciences de l'environnement. Et puis, j'ai pu rapidement après trouver un emploi dans le secteur financier
pour en fait contribuer à reverdir le secteur financier. J'ai travaillé environ 12 ans dans ce secteur-là. Et après, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'impression que le secteur financier ne bougeait pas assez et qu'il fallait être plus militant, plus se mobiliser. Et j'ai eu l'occasion d'entrer à Pain pour le prochain il y a 12 ans. Donc, c'est un peu le parcours. Et puis, le fait que j'ai maintenant 4 filles me motive et m'encourage à travailler pour une planète et un climat qui soit au moins vivable pour les générations futures. Merci pour ce partage. Et puis maintenant, moi, j'ai une question pour Anne Marère. Anne, pourquoi vous avez choisi l'action judiciaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quelle est votre démarche, quelle est la démarche des aînés pour la protection du climat et nous dire en fait si cette démarche est efficace? Alors, tout d'abord, la raison, c'est l'inaction et la lenteur politique, et les lenteurs politiques. Ce sont les promesses non tenues suite aux engagements pris lors de l'accord de Paris, la non prise en compte de tous les rapports du GIEC, le GIEC créé en 1988 qui tire la sonnette d'alarme depuis des décennies, rapport après rapport, qui a même publié un résumé à l'intention des décideurs politiques qui probablement ne le lisent pas et qui n'écoutent pas les scientifiques. Et donc, les aînés pour la protection du climat ont décidé de mener une action judiciaire pour mettre la pression contre le gouvernement, ce qui est une première en Suisse, mais ce qui n'était pas une première en soi, puisque au moment où on a commencé à envisager cette action politique, cette action judiciaire, les Pays-Bas, via Urgenda, via la fondation Urgenda, avaient déjà obtenu un résultat et le gouvernement avait déjà été condamné. C'était une décision historique qui nous a beaucoup inspiré et ça en a inspiré d'autres d'ailleurs par la suite. Et donc, nous nous sommes lancés en 2016 avec bien entendu des avocates spécialistes du droit de l'environnement qui ont rédigé une requête impressionnante de 160 pages. Et puis, parce que nous avons décidé aussi de défendre nos droits fondamentaux à la santé, à la vie. Et bien entendu que ce n'est pas seulement notre petite santé personnelle, mais si nous gagnons, tout le monde y gagne, bien entendu. Et selon vous, est-ce que c'est un outil efficace alors Alors, on va dire judiciaire? Oui, alors on va dire, si je prends l'exemple des Pays-Bas, oui, et d'autres exemples qui ont abouti. En ce qui concerne la Suisse et notre requête, non, elle n'a pas abouti en Suisse. Nous n'avons pas trouvé, comme dans d'autres pays, des juges courageux qui ont dit effectivement le politique ne fait pas le job et il doit absolument avoir une politique climatique beaucoup plus ambitieuse. Mais il faut quand même citer des cas hors de la Suisse. Et nous, c'est pour ça que nous sommes maintenant à la Cour européenne des droits de l'homme, où nous attendons avec impatience une recevabilité, dire qu'il y a dans plusieurs autres pays où l'action judiciaire a abouti, les Pays-Bas, l'Irlande, la Colombie, les pays du Sud, beaucoup les pays du Sud, en Amérique latine, il y a eu énormément d'actions judiciaires. Certaines d'entre elles ont abouti au Pakistan, voilà, en Irlande récemment encore. Et donc, oui, l'action judiciaire est une possibilité. Il y en a énormément qui sont en cours. Vous avez peut-être entendu qu'en ce moment, ça se passe en Belgique, et où les arguments, on retrouve des arguments par rapport aux droits fondamentaux qui se retrouvent dans notre requête. Et puis les jeunes Portugais, ces 6 jeunes Portugais qui, eux, accusent 33 pays européens, dont la Suisse, et eux se sont adressés directement à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que la Cour a mis cette requête en priorité,
vu l'importance et l'urgence des questions soulevées. Donc ça, c'est déjà une recevabilité très importante, sachant qu'à la Cour européenne, c'est un premier pas que nous attendons, nous, qui est très important pour la suite de la procédure. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce qui se passe en termes d'action judiciaire. Il y en a beaucoup qui sont en cours. On en dénombre plus de 1500 maintenant dans le monde. Donc, je pense que c'est une piste à retenir. Il faut que le droit évolue. Il faut que le droit, comment on va dire, se climatise et que le droit change. Et je pense qu'on est dans la bonne voie à ce niveau-là. Merci. Et puis, peut-être pour être plus précis, est-ce que vous pouvez nous dire en fait quelles sont les revendications concrètement et quelle est la vision des aînés pour la protection du climat, à quoi vous aimeriez arriver? Et puis aussi, je me demandais si la justice climatique, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans votre démarche? Oui, alors, donc on demande dans notre requête, je vais résumer les choses, d'abord un renforcement des objectifs en matière climatique, donc par rapport à ce que font nos autorités. La nouvelle loi CO2 est un pas important, nouveau, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc on veut un relèvement des objectifs, on veut une politique climatique beaucoup plus ambitieuse, déjà d'ici 2030, hein, et je crois que ce que vous nous avez présenté va exactement dans ce sens-là. Et puis, bien entendu, que la Suisse doit absolument, devrait être exemplaire. C'est un pays riche, industrialisé depuis longtemps. Elle devrait être exemplaire, elle ne l'est pas. Donc, c'est aussi une de nos revendications. Et elle doit absolument se conformer à ce qu'elle a signé et ratifié, c'est-à-dire l'accord de Paris. Ensuite, on a évidemment, on défend nos droits fondamentaux qui sont dans la Constitution suisse et dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à la santé et à la vie. C'est une obligation de l'État de protéger sa population. Et bien entendu, qui sont basés aussi sur les accords internationaux sur le climat. Et de plus, toutes nos revendications sont basées aussi sur des études scientifiques qui démontrent clairement qu'il y a un rapport entre nos problèmes de santé, le réchauffement, les grandes canicules, et que nous sommes donc exposés à des risques de mortalité importants. Donc voilà, c'est en très résumé ce que nous revendiquons, mais sur notre site, toute la requête est disponible. Il y a même un résumé traduit en français, ce qui est important. Et ensuite, oui, bien sûr que la justice climatique, elle est prise en compte, hein, puisque notre action judiciaire, elle s'inscrit dans un mouvement à dimension mondiale, puisque, comme je l'ai dit, les actions judiciaires se multiplient dans le monde et nous sommes en lien, nous faisons partie d'un grand réseau et donc ça c'est très très important que nous participions à ce réseau mondial et que cette justice climatique s'ancre vraiment non seulement en Suisse mais dans le monde entier, parce qu'on sait très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est d'abord les pays du Sud qui ont le moins contribué à l'état du climat, qui sont les premiers, qui sont les plus vulnérables. Donc les pays riches doivent absolument prendre leurs responsabilités. Autrement, on fait porter le chapeau de nos excès à d'autres, et ça, c'est évidemment tout à fait inadmissible. Ça aggrave les inégalités sociales, vous l'avez dit. Et puis qu'attendre, c'est irresponsable. Le GIEC, au fur et à mesure de ses rapports, nous l'a dit. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, mais il semble que les États, les banques, bien entendu, en Suisse, on est vraiment bien placé par rapport à la finance, ne l'ont pas entendu et pour l'instant ont du mal à avoir un courage de décision. Donc voilà, en résumé, ce que je peux vous dire, mais je réponds volontiers à d'autres questions. Merci beaucoup pour vos mots, pour votre engagement, pour votre action.
et bravo. Voilà, je vous souhaite vraiment du courage pour continuer. Et puis, j'espère que ça va porter ses fruits. Oui, ça doit, parce que si on gagne, c'est clair que concrètement, ça va changer les choses, hein. Et pour le gouvernement, qui devra légiférer en fonction de ce que la Cour dira, c'est effectivement une occasion unique. Et puis, ça sera bon, non seulement pour l'Europe, mais bien au-delà. D'accord. Merci. Et puis maintenant, moi, j'aimerais aussi poser une question à Sonia Ediger. Moi, j'aimerais que vous nous parliez du mode d'action que vous avez choisi. Et je me demandais en fait si la désobéissance civile et l'action non violente sont des outils efficaces et si oui, en quoi? Ok, la désobéissance civile non violente et l'action directe ont déjà été utilisées par le passé et ont porté des fruits. On a tous en tête Gandhi, Martin Luther King pour les droits civiques des Noirs américains. Ici, je peux pas vous dire que c'est efficace parce que, comme vous savez, on n'est pas sur la bonne voie. Par contre, je pense qu'on participe à tout un éveil de conscience de la population en parallèle avec la grève du climat, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de modes d'action qui doivent avoir lieu en même temps au niveau judiciaire. Et au niveau judiciaire, on l'a aussi avec ces actions de désobéissance civile, puisque en général, elles finissent par des interpellations, des condamnations, ou pas des condamnations, mais une séance au tribunal. Et c'est aussi un moyen de faire bouger les choses. Après, pourquoi j'ai choisi ce mode d'action? C'est parce que pour moi, il est festif, coloré, il y a de l'action. Ça me convient mieux que de m'asseoir avec un avocat pour rédiger des papiers. Je pense que c'est une question de caractère. Hein. Mais c'est vrai que c'est une façon de faire où on est sous le nez des gens. Ils peuvent pas ne pas nous voir parce qu'on les perturbe en allant au travail ou en rentrant du travail ou en allant prendre l'apéro ou que sais-je. Et c'est vrai que ça les oblige à se positionner. Et on a beaucoup d'articles négatifs sur nous. On a beaucoup, en tout cas, on a quelques élus très remontés contre nous et qui aiment bien s'exprimer dans les médias. Mais par exemple, à Lausanne, on a un stand au marché tous les samedis. Et là, on voit que dans cette population qui est déjà choisie, évidemment, parce que c'est des gens qui vont au marché de Lausanne le samedi, mais dans cette population-là, on a beaucoup de soutien. Même si ce n'est pas des gens qui sont encore prêts à venir bloquer avec nous, en tout cas, ils nous encouragent, ils nous félicitent, ils nous connaissent. Donc, en très peu de temps, cette façon de faire, c'est quand en très peu de temps, on a réussi à avoir une place sur la place publique. C'est des actions qui sont très médiatisées et je pense que ça fait réfléchir les gens. Pour l'efficacité, on n'y est pas encore, mais on a l'impression qu'il y a des idées qui s'infiltrent. Par exemple, là, je viens de un des slogans qu'on utilise, c'est Act Now. Oui. Et je viens de voir sur le rapport du Programme de l'environnement des Nations Unies qu'ils finissent leur rapport 2020 avec Act Now. Donc, c'est des idées qui infiltrent comme ça. Et puis maintenant, il vient d'avoir les élections et je vois plein de militants d'Extinction Rébellion ou de sympathisants qui ont été élus dans les différents conseils communaux. Donc, voilà. Je pense qu'au niveau politique, ils pourront essayer d'agir. Mais nous, c'est plus des coups d'éclat et faire réagir. Et puis aussi montrer, en fait, que ce soit visible et que ce soit présent aussi. Et puis, aussi comme
comme j'ai posé la question à Anne, est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être quelles sont les revendications, quelle est la vision d'ICSER, d'Extinction Rébellion, et aussi, est-ce que la justice climatique est prise en compte dans vos revendications, dans votre démarche? Alors, les revendications, donc Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui est dans le monde entier, hein, qui a commencé en Angleterre, mais qui est aussi présent en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et chaque groupe fait pression sur son gouvernement. Donc, nous, on agit vraiment au niveau de la Suisse, et d'autant plus qu'on sait que la Suisse est responsable par rapport à la taille de sa population. Elle est 10 à 15 fois plus pollueuse que le reste du monde. Donc, on a une grande responsabilité. Et nos revendications sont 3. La première revendication, c'est que le gouvernement dise la vérité à la population, déclare l'urgence climatique de concert avec les médias. Donc, déclarer l'urgence climatique, ça n'a pas été fait au niveau de la Suisse, ça a été fait au niveau de différents cantons, mais on a vu que même ces déclarations d'urgence climatique n'ont pas été suivies d'actes. Donc, c'est vraiment de concert avec les médias, c'est-à-dire que vraiment, moi, ce que j'imagine, c'est comme il y a eu pour le Covid, c'est-à-dire que le Conseil fédéral au complet fasse une conférence de presse et dise vraiment à la population, là, on est dans une urgence. Et tant que le gouvernement ne le fera pas, les gens ont l'impression que les lois sont prises, que des mesures sont prises et puis que ça va aller, on les rassure, on leur dit on va faire ça, il y a la loi CO2, ça va bien se passer. Mais c'est pas le cas du tout, c'est faux. Et c'est vrai que les gens, comme avec le Covid, il faut vraiment qu'il y ait un discours très clair pour que les gens soient prêts à accepter des mesures qui devront être drastiques. On le sait, ça va pas aller tranquillement. Ou si ça va tranquillement, on va se couper. Donc ça, c'est la première revendication. Oui. Après, la deuxième revendication, c'est zéro émission nette en 2025 et la restauration des écosystèmes. 2025, tout le monde dit c'est pas possible, c'est pas possible. Quand il y a eu l'initiative pour les glaciers et qu'on parlait de 2050, ça semblait déjà complètement fou. Et puis maintenant, 2050, les gens trouvent que c'est OK. Donc, mais c'est des échéances beaucoup trop éloignées. Ça fait que on procrastine pour agir. Si on prend des décisions, on se dit en 2025, on doit avoir réussi, on commence demain à agir et pas dans 3 ans, pas dans 5 ans. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, la restauration des écosystèmes, on sait qu'on a beaucoup, beaucoup détruit et que la nature on a besoin de cette nature pour vivre. On n'aura plus d'alimentation, on n'aura plus beaucoup de choses si cette nature disparaît. Et puis la troisième revendication, on nous traite parfois d'extrémistes, on nous a traités de terroristes même, alors qu'en fait, ce que nous on veut, c'est une démocratie plus efficace que celle qu'on a, pas une démocratie représentative, représentée par des personnes qui doivent être élues, et on sait que c'est compliqué d'être élu, ça demande de l'argent, ça demande un certain parcours. Les assemblées citoyennes tirées au sort sont vraiment représentatives de la population, dans le sens où on va faire des quotas, qui est tant de femmes, qui est tant de jeunes, qui est tant d'ouvriers, qui est tant de personnes de telle région, de telle communauté. Et comme ça, chacun dans la population se sentira vraiment représenté. Et puis, ces personnes devront évidemment
recevoir des avis différents, avoir un point de pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et on a souvent l'impression qu'il faut être professionnel pour pouvoir décider de choses. Mais l'expérience a montré d'assemblées citoyennes qui ont existé par le passé que si la population, elle est vraiment concernée par son avenir, l'avenir de ses enfants, l'avenir de ses petits-enfants. Il n'y a pas d'autre intérêt que le sien propre. Et donc, il n'y a pas d'influence ou beaucoup moins d'influence extérieure possible. Et donc, ça, c'est vraiment une demande et c'est quelque chose, on a l'impression, qui est en train, en tout cas, on est en train d'en parler. La ville de Meyrin en parle. Il y a plusieurs essais qui sont en consultation. Et voilà, ça devrait être fait au niveau communal, cantonal, mais aussi national, parce qu'il n'y a aucun élu, ou en tout cas pas beaucoup d'élus, pas assez pour faire une majorité, qui vont porter des décisions aussi radicales dont on a besoin. Et puis la justice climatique, encore. Oui. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, bien sûr. Alors, la justice climatique, elle est là parce que la Suisse a beaucoup d'impact sur le reste du monde. Donc, si on peut, on a loupé avec l'initiative multinationale responsable à prendre part à ça. Mais évidemment que si on a un effet sur notre place financière et puis sur les émissions indirectes, on aura un effet dans le monde entier. Après, j'ai parlé des revendications d'ICSER. Donc, on a ces 3 revendications, mais on a aussi 10 principes et valeurs. Et ces principes et valeurs parlent d'inclusion, parlent de justice, parlent de prendre soin de l'autre. Donc, c'est vraiment... on rêve d'une société plus respectueuse, plus... où chacun se sent faire partie, mais il n'y a pas un volet spécifique dans le programme d'ICSER, si ce n'est qu'au niveau global, il y a des soutiens pour les pays du Sud pour qu'ils puissent développer leurs branches, pour partager les savoirs, partager les know-how, les savoir-faire dans ce sens-là. Merci, c'était très clair. Et puis, je vous remercie aussi pour votre engagement et puis pour nous permettre de mieux comprendre en fait votre démarche et puis vos revendications, votre vision. Et je pense qu'effectivement, au niveau des valeurs, en fait, on se rejoint, quoi. Et puis, c'est ça qui porte finalement aussi les mobilisations de chacun et chacune. Et puis, j'aimerais demander maintenant à Yvan une question plutôt sur les ONG, donc l'engagement des ONG. Pourquoi et comment les ONG s'engagent pour la justice climatique et quel rôle en fait ont-elles à jouer, que ce soit ici en Suisse, mais aussi dans les pays du Sud? Merci pour cette question. Si je me permets de partager quelques slides. Oui, volontiers. J'espère que tout le monde les voit. Oui, donc, on voit. Ce que j'aimerais montrer, en fait, c'est cette image-là qui était une image qui m'a énormément marqué, enfin un jour qui m'a énormément marqué, qui était le 30 septembre 2019, avant que... Donc, c'était à une époque où on avait encore le droit de faire des grandes manifestations. Et en l'occurrence, c'est devenu la plus grande manifestation que la Suisse ait jamais connue, puisqu'on avait 100 000 personnes réunies à Berne et que toutes les rues du centre de Berne, depuis la place fédérale jusqu'à la gare de Berne, étaient remplies de monde. Il y a certaines personnes du cortège qui n'ont jamais réussi à atteindre la place fédérale parce qu'elle était complètement bondée. Et donc, c'était une grève pour le climat qui avait été organisée par une quantité d'ONG et surtout l'Alliance climatique. Il y avait bien sûr des jeunes de la grève pour le climat,
il y avait Extinction Rebellion et il y avait justement aussi Action de Carême, mais pas pour le prochain. Et je me rappelle encore 2 mois avant que cette manifestation ait lieu, en fait, il y avait le directeur de l'Alliance climatique qui nous disait non, mais là, ça ne va pas au niveau mobilisation. Il y a encore très peu d'affiches qui ont été suspendues. Il y a très peu de posts dans les médias sociaux qui ont été partagés. On ne va pas avoir beaucoup de monde. Et puis, tout d'un coup, il y a eu comme une mobilisation. Le mot d'ordre s'est donné. Il y a plein de gens qui parlaient. Ah, est-ce que vous allez, vous, fin septembre, à la manifestation à Berne? Et dans le train, quand je suis parti, il y avait des gens qui venaient de Lausanne, de Genève. Moi, j'habite Fribourg. Donc, j'ai rejoint tous ces gens-là et on avait une énergie juste absolument magnifique durant cette journée. Donc là, en fait, tout ça pour dire que c'est en fait à la base, au tout début, l'énergie de Greta Thunberg qui a commencé avec la grève pour le climat et a fondé le mouvement Fridays for Future, qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le monde entier, ici en Suisse, mais aussi dans les pays où on travaille, que ce soit par exemple en Afrique du Sud, en Ouganda, aux Philippines. On voit en fait qu'il y a des mobilisations dans la rue qui sont très fortes, surtout des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et ça, finalement, comme je disais, j'ai commencé à étudier l'environnement dans les années 90 et à voir en fait l'inaction au niveau politique. Et ben, finalement, ces manifestations, en quelques années, elles ont permis de faire avancer au niveau politique, au niveau de la conscientisation, de manière, on va dire, beaucoup plus rapide, même si c'est encore assez lent. Mais disons que la loi sur le CO2 qui a été acceptée l'année dernière par les chambres, elle est enfin, disons, un premier pas dans la bonne direction, alors qu'avant toutes ces manifestations-là, c'était quasiment impossible d'imaginer d'avoir une loi CO2 qui soit votée par les chambres. Donc, tout ça pour dire que les ONG ici en Suisse, y compris Action de Carême, pas pour le prochain, au sein d'autres alliances, comme par exemple l'Alliance climatique, on essaye de s'investir le plus possible pour faire des événements qui soient médiatiques, où on peut réunir le plus de monde possible afin qu'il y ait un espèce de réveil dans la population pour que les électeurs, les électrices, mais, enfin, tous les habitants et les habitantes de la Suisse se rendent compte qu'il y a effectivement urgence et que nous devons faire quelque chose, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, que ce soit au niveau de la commune, du canton et de la confédération. Si on regarde là, dans les négociations qu'il y avait à Varsovie il y a quelques années de la COP, donc c'est une négociation sur le climat, il y a une phrase très forte qui a été dite, c'est que nous sommes maintenant la dernière génération à pouvoir stopper le changement climatique. Donc on ne peut pas dire l'urgence est là, on ne peut pas dire on attendra que ce soit la génération suivante qui va s'occuper de ce problème, mais c'est nous qui devons trouver des solutions pour au plus vite réduire nos émissions de CO2. Ce qu'on a aussi fait, et d'ailleurs Anne Marère était aussi présente et nous a parlé des aînés pour le climat et de son action juridique, on a organisé, là on ne voit pas très bien, mais il y a le glacier du Trien juste au-dessus de nous, enfin ce qu'il en reste plutôt, parce que là, cette photo, elle a été prise là où le glacier du Trien, donc c'est en Valais, était il y a environ une centaine d'années. Et puis on avait réussi à réunir 200 personnes, c'était juste entre les deux vagues. Au mois de septembre de l'année dernière, on avait même un prix Nobel de chimie qui était avec nous, Jacques Dubochet. On avait toutes sortes d'organisations, des grands-parents pour le climat, l'Initiative pour les glaciers, le Club alpin suisse, qui avait rejoint justement l'Alliance climatique qui organisait cet événement à la buvette du glacier du Trien. Et là, on avait aussi des gens, notamment du Rwanda, du Pérou, qui étaient venus nous parler de qu'est-ce que ça signifie cette crise climatique pour leur pays, notamment quel est l'impact au niveau de la sécurité alimentaire, par exemple les sécheresses que l'on peut avoir dans certains pays africains, des inondations qui sont provoquées par des pluies qui sont extrêmement fortes, ou bien par exemple en Indonésie ou aux Philippines,
des cyclones qui peuvent causer des destructions ou bien qui peuvent justement diminuer les stocks de poissons au large des côtes. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire de ces populations. Et là, il faut le dire, cette crise climatique, ce n'est pas quelque chose qui arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est quelque chose qui est déjà maintenant extrêmement présent, qui est très fort et qui impacte déjà des millions de personnes dans le monde. Lors de notre dernière table ronde, on avait d'ailleurs, Raïssa, tu étais aussi là, on avait quelqu'un de Haïti qui avait participé et qui nous avait aussi expliqué l'impact des ouragans sur l'île d'Haïti et justement la difficulté pour de nombreuses personnes à pouvoir se nourrir avec ce genre de catastrophes climatiques. Alors, je disais qu'au niveau individuel, il y a aussi des choses à faire. En l'occurrence, pas pour le prochain et Action de Carême, on s'engage pour que dans les paroisses, mais aussi dans la population, les gens puissent se poser des questions sur quel est l'impact climatique et comment je peux réduire cet impact climatique. Et il y a une méthode qu'on a aidé à répandre en Suisse romande et en Suisse alémanique qui s'appelle les conversations carbone, qui permet en 6 soirées de réfléchir à ces impacts au niveau de la mobilité, de l'alimentation, de l'habitat, etc., pour savoir quels sont les potentiels de réduction que j'ai. Et ça se fait en groupe, on est 8 personnes avec 2 modérateurs. Et aussi, quelles sont les idées que je peux avoir, des idées nouvelles, les idées que je peux obtenir du groupe pour essayer de réduire mon impact CO2. La même chose au niveau des paroisses. Donc, pour le prochain Action de Carême, on est très actif dans des paroisses. Donc, là aussi, les paroisses ont aussi leur devoir à faire, notamment avec l'énergie de chauffage qu'elles utilisent. Donc, si on a un chauffage à mazout, on va émettre beaucoup de CO2. Donc, comment réduire ce CO2 lié au chauffage en changeant de chauffage, en chauffant moins. Donc, il y a toutes sortes de mesures que l'on peut prendre afin de réduire ces émissions. Là, Raïssa, tu en as déjà parlé, mais ça, c'est aussi une action de carême, mais pas pour le prochain. Chaque année, on a une campagne écuménique. Et cette année, chaque année, on a une pétition aussi. Et cette année, justement, la pétition, elle s'adresse à la Banque nationale. Et d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir aller ramener le plus possible de signatures le 30 avril lorsqu'il y aura l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse. Et pour l'instant, on n'est qu'à 2800 signatures. Donc, je vous invite à le plus possible partager parce qu'on aimerait avoir en tout cas 5000, voire plus de signatures. Donc, voilà, on a besoin encore d'un petit coup de main. Donc, si je puis me permettre de faire une petite publicité à ce niveau-là, afin qu'on montre à la Banque nationale qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ces investissements qui sont dommageables pour le climat. Et puis qu'elle voie en fait qu'il y a toujours des ONG qui font pression sur elle. Donc, pas pour le prochain et Action de Carême, on travaille sur la Banque nationale suisse, mais il y a d'autres ONG qui font aussi un travail de lobbying, comme par exemple l'Alliance climatique ou les artisans de la transition. Donc, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais c'est très bien parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de coalition d'ONG qui s'engagent là-dessus pour que la Banque nationale bouge un petit peu. On parlait de quel est l'impact de nos actions. Souvent, ça fait environ 5 ans que les artisans de la transition travaillent sur la Banque nationale suisse et alertent sur des investissements dommageables au climat de la Banque nationale suisse. Et c'est seulement il y a 3 mois que la Banque nationale suisse a annoncé un premier pas timide, car ils ont décidé de sortir de leur portefeuille des 5 entreprises qui vendent exclusivement du charbon. Donc, sur les 150 entreprises qu'ils détiennent, ils ont décidé d'en sortir 5. Donc, on peut dire que c'est un effet de greenwashing, un effet d'annonce, de pub, qui n'amène pas à grand-chose, mais c'est déjà une toute petite porte ouverte, alors qu'on avait l'impression que la Banque nationale suisse n'allait jamais bouger sur ces questions parce qu'elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle est indépendante, qu'elle doit garantir son indépendance et qu'elle ne se laisse pas dicter de l'extérieur ses actions. Donc là, on voit qu'il y a une toute petite réceptivité de la Banque nationale suisse et ça nous donne le courage de continuer à lui demander d'en faire plus.
Puis, est-ce que tu aurais un exemple aussi, peut-être dans les organisations qu'on accompagne, dans les pays du Sud, comment est-ce que les gens s'engagent? Quels sont les types de mobilisation en fait, que tu as pu Oui, voir? alors en fait, on travaille avec de nombreuses organisations au sud. Et puis là, on voit qu'il y a aussi une destruction de l'environnement qui a lieu, notamment au Brésil et dans différents autres pays où il y a une déforestation de plus en plus forte qui a lieu. Et puis, donc, les organisations partenaires avec qui on travaille s'engagent, comme par exemple ici, contre la déforestation, donc organisent des manifestations, écrivent des rapports, font du lobbying auprès des parlementaires dans les différents pays afin de protéger la forêt, afin de protéger aussi les populations indigènes qui vivent de la forêt et d'empêcher justement de grosses multinationales d'entrer dans la forêt et d'avoir une exploitation incontrôlée de la forêt avec souvent une expulsion des populations indigènes qui vivent de la forêt. Donc là, on travaille avec des ONG qui soutiennent ces populations autochtones, ces populations indigènes. Et ces populations-là, en fait, elles savent très bien comment protéger la forêt. Et donc, c'est elles qui doivent avoir les droits d'utiliser cette forêt et non pas des multinationales. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on travaille contre certaines fausses solutions du climat, des fausses solutions climatiques. Ici, typiquement, il y a un mécanisme qui a été lancé par l'ONU qui s'appelle REDD, qui est un mécanisme pour réduire les émissions qui sont liées à la déforestation. Et puis là, ce qu'on voit, en fait, c'est que ce mécanisme, il a pour conséquence que les forêts sont fermées, sont clôturées, et les populations indigènes n'ont plus accès aux ressources qu'elles allaient chercher dans la forêt. Et donc ça, c'est en fait une fausse bonne idée puisque en fait, les populations autochtones savent comment utiliser de manière durable, savent comment prendre soin de la forêt. Et donc, c'est une fausse idée de leur empêcher l'accès de la forêt et ensuite de faire une espèce de une zone fermée afin notamment aussi de vendre des certificats, par exemple au nord, pour des entreprises qui auraient besoin de compenser leurs émissions de CO2. Donc ça, on se bat aussi contre ce genre de choses. Ici, on voit une manifestation où il y a justement des peuples indigènes qui manifestent pour avoir le droit d'utiliser leur forêt et de l'utiliser de manière durable et de la protéger, et contre justement ces initiatives qui visent à clôturer les forêts pour empêcher les gens d'y accéder. On a aussi dans de nombreux pays des ONG qui travaillent avec ce fameux mouvement lancé par Greta Thunberg, donc Fridays for Future, où il y a des manifestations qui sont organisées, par exemple, ici on est en Afrique du Sud, qui sont organisées dans plein de pays, en Ouganda, aux Philippines, pour justement sensibiliser aussi les politiciens au niveau local pour qu'ils s'engagent pour le climat, pour qu'ils s'engagent pour la protection de la forêt et contre l'utilisation de la forêt par des multinationales. Typiquement, en Indonésie, on aura le problème de l'accaparement des terres pour faire des plantations de palmiers à huile qui sont justement dommageables pour le climat et aussi dommageables pour les populations locales. Ici, ce que on travaille beaucoup aussi avec nos organisations partenaires à protéger les côtes contre justement les vagues destructrices. Ici, avec la plantation de palétuviers, afin d'avoir des mangroves, qui sont des forêts en fait qui ont les pieds dans l'eau juste devant les côtes, qui permettent de protéger les côtes contre les vagues dévastatrices et de limiter l'érosion justement des côtes. On a notre hôte de campagne de cette année qui vient d'Indonésie, qui nous a alerté en fait que à cause de l'élévation du niveau de la mer, il y a justement les côtes qui sont en train de s'éroder, donc une grande érosion côtière. Et puis, ça risque, si on ne fait rien pour enrayer le réchauffement climatique, de déplacer 23 millions de personnes, rien qu'en Indonésie, car ces personnes-là vont perdre leurs terres arables, vont perdre
leurs maisons qui sont construites au bord des côtes et elles vont devoir se déplacer à l'intérieur du pays pour trouver d'autres terres. Merci Yvan. Avec plaisir. Et donc, voilà. Et en Suisse, ben, voilà, notre campagne écuménique a justement pour thème cette fameuse justice climatique qui lie ce que l'on fait en Suisse, comme par exemple manger de la viande qui est nourrie avec du soja brésilien, et puis l'impact au Brésil justement de ce soja qui est lié à de la déforestation. Merci, ça nous permet en fait d'avoir un panorama en fait des différentes manières de se mobiliser ici et dans les pays du Sud. On voit que c'est des mouvements en fait qui sont très vivants et puis qui sont forts, puis qui travaillent sur différentes thématiques et qui sont portées en fait par les populations. C'est super. Et moi, je trouve, en fait, après vous avoir entendu tous les trois, que finalement, ces différentes manières de se mobiliser sont peut-être complémentaires aussi. Et puis, je voulais vous demander aux trois, comment, en fait, selon vous, il faudrait, ou on pourrait, ou il faut articuler ces trois axes de mobilisation pour obtenir un résultat concret, étant donné l'urgence, en fait, de la situation à laquelle on fait face. Anne. Oui. Je pense que nous sommes déjà, parce que Yvan a montré, a rappelé la manifestation à Berne, a rappelé les jeunes dans leur mouvement, Greta Thunberg, on se retrouve déjà, il me semble tous, avec Sonia Ediger aussi, dans toutes les grandes manifestations, dans tous nos engagements, on est déjà, je trouve, cette société civile extrêmement mobilisée. Oui, extrêmement mobilisée, extrêmement nombreuse, peut-être pas 100 000 dans la rue chaque fois, surtout avec ce qui s'est passé cette dernière année, mais je sens que nous sommes vraiment nombreux et nombreuses. Et alors maintenant, je pense qu'il faut continuer à mettre la pression, que nous avons ce rôle-là et qu'il faut continuer à mettre la pression. Si on revient aux actions judiciaires, je me rappelle de cet agriculteur et guide de montagne au Pérou qui a attaqué en Allemagne la grande entreprise énergétique allemande et qui va de l'avant, qui a été, les tribunaux allemands ont accepté sa requête parce qu'il dit qu'effectivement les actions de cette grande entreprise dans son village, dans les Andes et le réchauffement que ça provoque, le glacier qui est juste au-dessus fond, son village va disparaître. Il y a, voilà, les jeunes colombiens aussi ont été jusqu'à la Cour suprême, mais ils ont obtenu gain de cause. Donc, tout se rejoint, me semble, et c'est évidemment fondamental qu'on poursuive dans cette voie-là, en espérant bien entendu qu'au niveau de la justice, une majorité des cas aboutissent, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ça va obliger les États à revoir leur copie. Ils ont dû la revoir aux Pays-Bas, ils l'ont vraiment revue. Ils ont dû la revoir en Irlande, où la Cour suprême a renvoyé la copie au gouvernement et aux politiques. Ils ont revu leur copie. J'ai rencontré aussi des jeunes Philippines qui, elles, se sont retournées via la Commission des droits de l'homme aux Philippines contre les grandes entreprises pétrolières et elles ont fait un grand pas en avant. Elles ont obtenu d'aller de l'avant. Enfin, il y a un nombre de cas très importants qui existent. Et il faut rappeler les jeunes de Genève et de Vaud, les jeunes activistes que Sonia Ediger connaît sans doute bien, et des procès qui ont lieu à Renan et à Genève, avec des résultats différents, mais n'empêche que là, il y a eu de la part d'un juge, notamment à Renan, le premier, où il avait reconnu l'urgence. Et puis à Genève, Nicolas, avec l'histoire des mains rouges au Crédit Suisse, il a obtenu un acquittement. Bien sûr, ça va aller plus loin parce qu'il y a chaque fois des recours et ça va se terminer au tribunal fédéral. Mais les choses avancent et ces jeunes activistes aussi sont très importants dans les actions à mener.
Nous les soutenons, nous les rencontrons, nous participons aux manifestations. Donc, c'est vraiment ensemble que ça se passe et ça se passe déjà. Et surtout, il ne faut pas que ça diminue et qu'on s'assoupisse, surtout pas. Sonia, est-ce que vous aimeriez compléter? Alors, je rejoins Anne-Marie sur ce qu'elle dit. Évidemment que j'imagine que les trois, on était à toutes ces manifestations dont on a parlé. Mais encore une fois, vraiment, ça suffit pas. Avec Extinction Rébellion, pourquoi on veut interrompre le train-train, c'est pour montrer aux gens qu'on est tous concernés. Là, avec pour le prochain ou Greenpeace ou des choses comme ça, les gens se disent, OK, je vais faire un don et puis ils vont faire pour moi. Mais ça se passe pas comme ça. On est tous concernés et on doit tous s'impliquer. Il faudrait les manifestations, les 100 000 à Berne, évidemment que c'était génial pour tous ceux qui étaient. On a été portés par ce moment. Mais oui, probablement que ça a eu quand même un effet sur la vague verte, mais il n'y a rien de contraignant. On montre et puis on demande. Et on est toujours dans cette position de demander. Et moi, je rêve qu'on soit 100 000 à Berne ou à Zurich ou à Genève à bloquer vraiment le système et à montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui soit fait tout de suite et qu'on arrête. Je pense que vous connaissez ce phénomène, mais moi, je vis cette dissonance cognitive de savoir qu'on est au bord du gouffre et de continuer à travailler normalement, à rencontrer des gens qui ont aucune idée ou bien une vague idée, mais qui se disent justement notre gouvernement, il s'occupe. Et c'est une grosse souffrance de vivre ça au quotidien. Et si on met les gens devant ça les bouge, ça les fait bouger émotionnellement. Et je rêve d'un grand blocage et on compte sur les grands-parents pour le climat et les aînés pour le climat et toutes les ONG comme on était à Berne. Ouais. Merci, ça me touche ce que vous dites. Et puis, Yvan, toi, tu en penses quoi? Alors, je pense on a de la chance en Suisse d'avoir une société civile qui est extrêmement, comment dire, active et très mobilisée, en tout cas beaucoup plus ces derniers temps que ces 20 dernières années. Et puis, un autre moment fort aussi, je n'ai pas mis la photo, mais c'était justement l'occupation de la place fédérale par les jeunes pour le climat et par XR. C'était assez impressionnant aussi et très symbolique de voir tous ces gens qui bloquaient et qui occupaient la place fédérale et qui organisaient des conférences, qui avaient invité des parlementaires pour venir parler. Donc, c'était en fait 3 jours jusqu'à ce qu'il y ait l'évacuation par la police de Berne. C'était 3 jours vraiment juste incroyables et à mon avis aussi historiques dans l'histoire suisse. Et donc, je pense qu'il doit y avoir des actions à tous les niveaux, que ce soit au niveau juridique comme l'action de Anne, au niveau des blocages comme pour Sonia, au niveau des grèves pour le climat comme justement le mouvement Fridays for Future, et puis au niveau après politique, et là justement toutes les organisations de l'Alliance climatique, c'est environ 90 organisations qui travaillent sur le climat, dont aussi Action de Carême, mais pas pour le prochain, sont engagés, notamment cette année, et c'est notre on va dire, moment politique assez fort cette année, c'est justement la votation sur la loi sur le CO2 qui, à notre avis, doit être acceptée. Si on la refuse parce qu'on a l'impression qu'elle ne va pas assez loin, effectivement, elle ne va pas assez loin, mais c'est un premier pas qui est à accepter.
Si on la refuse, en fait, on fait le beurre du lobby pétrolier qui a lancé le référendum. Donc, c'est le lobby pétrolier, des gens qui vendent des chaudières à mazout, qui vendent du carburant, du mazout en Suisse, qui ont lancé ce référendum et qui ont obtenu plus de 100 000 signatures pour avoir ce référendum. Et puis maintenant, on se retrouve avec une votation sur cette loi qui a été acceptée l'année dernière par le Parlement. Et puis, donc là, toutes les organisations de l'Alliance climatique sont engagées pour convaincre la population suisse de voter oui à cette loi sur le CO2. Et la votation aura lieu le 13 juin. Donc là, on voit qu'on a déjà un premier pas dans la politique climatique suisse qui nous permettra justement d'avancer. Malheureusement, la place financière, elle n'est pas incluse dans la loi sur le CO2. On ne demande pas, par exemple, aux acteurs financiers comme les banques, les assurances, les caisses de pension, de désinvestir des énergies fossiles et de réinvestir dans la transition, donc dans les énergies renouvelables. Mais ça, ce sont des prochains pas que l'on pourra faire. Et là encore, je pense que ces prochains pas viendront de la société civile, que ce soit par du lobbying au niveau parlementaire, que ce soit par une initiative populaire fédérale. Donc là, je crois que voilà, il y a à mon avis, de quoi faire et chaque ONG, chaque coalition fait un travail qui est utile et quand on prend toutes ces actions, toutes ces mobilisations, à mon avis, on peut avoir un certain impact. Après, est-ce qu'on est assez rapide ou pas? Typiquement, l'Alliance climatique demande une neutralité carbone à l'horizon 2040. La jeunesse climatique demande 2030. Les Extinction Rebellion demandent 2025 et le Conseil fédéral et ainsi que l'Initiative pour les glaciers demandent 2050. Donc, l'accord de Paris, effectivement, demande que toutes les nations soient neutres en carbone en 2050. Mais nous, on pense que, étant donné que la Suisse est un pays riche et que la Suisse, historiquement, a émis plus de CO2 que la moyenne des autres pays, quand on prend les émissions par habitant. Donc, on a une responsabilité d'atteindre cette neutralité carbone avant les autres, c'est-à-dire avant 2050. Et nous, on pense que c'est 2040 un objectif qui est réalisable. Peut-être juste à propos pour revenir sur l'occupation et le souhait de Sonia Hedegaard, je me souviens, parce que j'ai l'âge de pouvoir m'en souvenir, de l'occupation du site de Kaiser-Augst, donc la centrale nucléaire qui devait y être construite. Ce site a été occupé pendant, je crois, au moins 11 jours et la centrale ne s'est pas construite. Alors oui, je pense qu'il y a des choses fortes comme ça qui peuvent exister. Il y a d'autres exemples qui se sont passés aussi en Angleterre avec les écoféministes, qui elles sont restées bien plus de 11 jours sur un site. Donc voilà, c'est aussi une possibilité et ça marche. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour vos inputs, vos apports en fait, qui viennent nous interpeller, qui nous touchent, qui sont aussi inspirants et motivants. Et maintenant, je propose à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant sagement et qui ont peut-être aussi envie d'avoir un moment d'échange informel entre eux. Comme on est dans ce monde tristement virtuel, on ne peut pas faire une petite pause, un petit entracte comme on ferait dans une table ronde en vrai, en physique, où on pourrait échanger les uns avec les autres. Donc, on vous propose sur Zoom une petite solution intermédiaire qui est maintenant d'échanger entre vous en petits groupes, dans des sous-groupes qu'on peut créer sur Zoom. Donc, c'est des petites salles. Et l'idée, c'est que vous puissiez un petit moment rallumer votre caméra, votre micro, et puis échanger entre vous sur ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a marqué. Voilà. Donc, ce serait un petit échange qu'on vous propose de 10 minutes. Bien entendu, vous êtes libre, chacun, chacune, de participer ou pas. On vous impose rien du tout, mais on vous invite à retrouver aussi un petit peu ce lien et puis voir qui est dans cette conférence avec vous. Et donc, Daniel va préparer, ou je ne sais plus, Natacha, des petits sous-groupes
pour vous envoyer dans des salles de discussion. Ça durera 10 minutes. Et puis, ensuite, vous ne devez rien toucher. Et dans 10 minutes, vous êtes tous ramenés automatiquement dans cette salle plénière avec nous. Et puis, on aura un moment ensuite où vous pouvez les poser vos questions à nos 3 invités de ce soir. En attendant, je profite, c'est Daniel qui fait les sous. Okay. Mais pour ceux pour en plénière et pour ceux qui sont sur Facebook en live, il y a des musiques qui vont passer, qui nous ont été proposées à la dernière conférence par Jean-Philippe Viala, qui est un Haïtien. Puis c'est 2 musiques donc de Haïti, de 2 groupes engagés. Donc, vous pourrez aussi simplement profiter de cette belle musique. Bonsoir. Merci, c'était top. C'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Puis, ouais, ça, il y avait ouais, vous étiez chacun et chacune avec un apport hyper vivant et très personnel. Et puis, je trouve que ça apportait beaucoup. En fait. C'était très généreux et très vivant comme discussion. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, maintenant, on a en fait 10 minutes où soit vous pouvez rester ici, puis on peut faire une petite pause entre nous, ou si vous voulez, je sais pas, aller vous faire un café, un verre d'eau, faire autre chose, et vous reposer les yeux de l'écran, vous pouvez aussi faire un petit tour et revenir dans 10 minutes. Moi, j'ai juste une petite information à Anne et peut-être aussi aux autres. Anne, tu te souviens, on t'avait invité pour venir à la cérémonie pour les glaciers disparus au Trien. D'ailleurs, j'ai montré la photo avant. Oui. Et cette année, on organise à la fin août une cérémonie à peu près la même au Tessin. Parce que c'est la dernière région où on n'avait pas encore fait. Au tout début, on a fait le glacier du Pizzol, qui est quelque part en Suisse alémanique. Après, ça c'était en 2000, enfin bref. Puis l'année dernière, on a fait le glacier du Trien. Et puis cette année, on va faire justement au Tessin. On a trouvé le glacier du Basodino, qui est au fond d'une petite vallée magnifique, le Val Bavone. Et puis, on va faire ça là-bas. Donc, je suis déjà en contact avec tout plein de Tessinois pour organiser ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des oui, alors maintenant, on a déjà dans notre comité une Tessinoise très active et qui, justement, cherche à avoir un groupe au Tessin plus important. Et là, il y a déjà des belles pistes. Et donc, oui, c'est une très bonne idée. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Norma Barghezzi. Okay. Je pourrais te transmettre peut-être ses coordonnées. Oui, volontiers, ouais. Hein? Oui. On pourrait l'inviter pour venir à nous parler de votre action. Oui. Il y a aussi XR Tessin. Ticino. Ah. Juste. Comment bien? Extinction Rebellion Ticino. C'est. Magnifique. Oui, ouais, effectivement, il faut qu'on les contacte aussi. Il y a fin août, tu as dit fin août? Oui, c'est fin août ou début septembre. En fait, on fait toujours à la fin de l'été, quand la neige a bien fondu et quand les premières neiges ne sont pas encore tombées, parce qu'on veut pouvoir bien voir le glacier. Ouais. Est-ce que j'ai tes coordonnées mail? Oui, je suppose que je les ai quelque part. Peut-être, ouais. Sinon, je t'envoie un email. Ouais. Oui, je vois que j'ai ton email. Moi, j'ai une question à vous. Je ne sais pas si vous arrivez à me répondre, mais dans ce que je vois, en tout cas chez XR ou bien aussi dans les votations, il me semble que les romans sont beaucoup plus conscients et engagés, alors que dans les années 80, c'était plutôt les Allemands et les Suisses allemands qui étaient écolos. Et pourquoi, je ne sais pas si vous comprenez pourquoi il y a eu ce virement. C'est une bonne question, mais il faudrait que j'y réfléchisse, je ne saurais pas dire comme ça. Ouais, c'est vrai, moi qui travaille à Berne et qui habite Fribourg, j'ai aussi l'impression que
que le mouvement climatique est plus fort maintenant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Si on pense, je ne sais pas si tu étais là justement quand il y avait le blocage de la place fédérale par justement tous ces groupes-là, eh ben, il y avait énormément de romans, quoi. Il y avait des pans entiers de la place fédérale qui étaient justement surveillés par des groupes de romans. Et énormément de Lausannois. J'étais vraiment surpris en fait par la force des groupements XR justement à Lausanne par rapport à d'autres villes. Ouais, je ne sais pas si Anne, tu sais, tu as plus d'expérience. Oui, Est-ce que alors, tu as aussi, oui, disons que au niveau de notre comité, quand je pense aux différentes membres du comité, il me semble qu'elles sont très actives, chacune dans leur canton, et qu'elles arrivent quand même à mobiliser pas mal et qu'il se passe pas mal de choses dans leur canton, que ce soit Bâle, Zurich, Saint-Gall, Schaffhouse. Mais c'est vrai qu'en Suisse romande, et c'est elles-mêmes qui me le disent, quand il y a eu de grandes manifestations ou bien quand il s'est passé quelque chose d'important, par exemple au tribunal, comme il y a eu Ronan, comme il y a eu Genève, etc., ou d'autres choses, qu'elles estiment que, par exemple, les médias, et par exemple en Suisse allemande, c'est moins relayé et qu'il y a moins de mobilisation. C'est vrai que si je me souviens de la dernière grande manif à Lausanne, où tu étais certainement, Sonia, cette grande manif sur la place de la Riponne, où on était en tout cas 10 000, là, il y avait Greta qui était là et une des aînées avait pris la parole aussi avec une minute de silence demandée. Voilà, on avait l'impression, et là aussi, plusieurs sont venus de Suisse allemande et ont dit, mais c'est plus fort en Suisse romande. Alors, bon, pourquoi, comment ça La question reste posée. Faut que j'aille vite chercher un verre d'eau. Je reviens. Alors maintenant, on aura le moment avec les questions du public. Puis en fait, les gens vont écrire leurs questions dans le chat. Et puis c'est moi qui... On en a vu déjà passer pas mal dans le chat. Ouais, je voyais qu'il y avait des choses qui arrivaient, mais je ne voulais pas lire et en même temps... Non, alors, j'ai écrit à cette dame pour lui dire de garder précieusement ses questions pour le moment approprié. Ouais, alors très bien. Donc, elle devrait revenir à ce moment-là. Ok. Ouais. Et donc, voilà, j'espère que vous avez passé un moment sympathique dans vos petits groupes, que vous avez pu faire la connaissance de quelques personnes qui participent à cette soirée avec vous. Et puis, alors maintenant, c'est le moment où vous pouvez poser les questions que vous avez à nos trois invités de ce soir. Et pour ce faire, on va utiliser la fonctionnalité chat qui, chez certains, s'appelle discussion ou converser. Donc, c'est quelque chose qui se trouve en bas de votre écran, au milieu, un petit onglet avec une bulle de discussion. Donc, en appuyant sur ça, vous pouvez saisir votre message en bas à droite et l'envoyer avec Enter. Et moi, je vais essayer de suivre le mieux possible les questions qui arrivent et de les dispatcher entre nos différents invités. Donc, pour les personnes qui avaient posé des questions il y a longtemps, au début dans le chat, vous pouvez volontiers les reposer. Je sais pas, moi, je n'ai pas vu tout l'historique. Donc, voilà. Alors, une première question de Philippe à Anne Marère. Alors, Anne, quelle différence ou complémentarité voyez-vous entre l'action de mouvements activistes très souvent issus de la jeunesse et l'initiative des aînés pour le climat? Comment percevez-vous cette conjonction de vues et d'actions intergénérationnelles? Alors, effectivement, il y a entre... Alors, je ne sais pas si la question est posée concernant les jeunes, par exemple, qui ont fait un match de tennis au Crédit Suisse et notre action judiciaire, mais c'est très complémentaire. C'est très complémentaire dans la mesure où ce que nous demandons et ce que nous avons déposé dans notre requête
tout comme ce qu'ont déposé les jeunes portugais, sont effectivement complémentaires et très important que ça se passe à ces deux niveaux, je trouve. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, parce que je n'ai pas eu le temps de noter complètement. Alors, si jamais aussi pour vous, Sonia, Anne et Yvan, si vous cliquez sur l'onglet discussion, vous voyez, je pense, le bandeau de discussion qui s'affiche si vous préférez aussi lire la question pendant que je la pose. Voilà, mais je pense que vous avez bien répondu. En tout cas, moi, ça m'a semblé clair. Et puis, alors, une autre question de Natacha. Est-ce que la CEDH est contraignante? Oui, absolument. Si la CEDH, alors la procédure... Peut-être est-ce que vous pouvez juste, pour les gens qui ne connaissent pas le CEDH? CEDH, c'est la Convention européenne, enfin c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il faut bien savoir que la procédure est longue, qu'il va falloir être patiente, mais s'il y a une recevabilité et que la procédure est commencée, oui, ça sera contraignant et effectivement, la Suisse devra se conformer à la décision de la CEDH, comme les 33 pays européens qui sont accusés par les jeunes Portugais de ne pas avoir fait ou d'avoir fait le contraire de ce qu'ils devaient. Ça sera contraignant pour ces pays-là, absolument, et ils devront revoir leurs lois, ils devront avoir une politique climatique beaucoup plus ambitieuse, hein, et complètement réorienter leur politique climatique. Merci. Alors, une autre question de Laurence Forêt qui demande comment mobiliser les Suisses de base. Quel lobbying possible auprès des députés et conseillères pour faire comprendre l'urgence? Peut-être, Sonia, vous auriez un élément de réponse à cette question? Alors, c'est très difficile, c'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, à Lausanne, on a proposé des conférences sur l'urgence climatique aux élus, mais malheureusement, c'est plutôt les élus de gauche qui répondent à notre demande. La droite soit sait déjà tout ou n'est pas intéressée, ou ils pensent que, je ne sais pas. Tant qu'il y a au niveau de la politique, tant qu'il y a cette politique politicienne avec la gauche, la droite, on n'arrivera pas. Il faut vraiment qu'on s'adresse aux êtres humains. Et c'est les êtres humains qui devront prendre position pour ce qu'ils veulent, pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Parce que là, il n'y a pas de droite et de gauche. On fonce dans le mur et puis on doit freiner de toute urgence. On aimerait bien avoir la baguette magique pour rendre tout le monde conscient. Je ne sais pas, parfois peut-être qu'il faudrait faire mettre dans l'eau potable des psychédéliques qui fassent que les gens se connectent avec la nature et parlent aux arbres, ou je ne sais pas. Merci. Je peux juste ajouter quelque chose. Effectivement, la question est comment sortir de l'entre-soi? C'est-à-dire que tous, probablement, toutes les personnes qui participent ce soir à cette soirée, probablement sont déjà tous et toutes des convaincus. Et j'ai vécu ça chaque fois que j'ai été invitée à présenter notre action judiciaire dans les unis, dans les collèges, dans les lycées, enfin partout. À la fin, je disais, mais il me semble que nous sommes tous là des convaincus et comment sortirons-nous de l'entre-soi? Mais nous n'avons toujours pas de réponse et c'est probablement une des choses très difficiles. Après, les problèmes de lobby en politique, je les connais bien pour les avoir subis, suivant ce que je défendais. Ils sont là, ils sont très très forts. Mais nous sommes aussi un lobby. Nous sommes aussi un lobby. Et nous ne devons pas hésiter à être des lobbyistes omniprésents. Si je peux compléter, en fait, effectivement, je pense que
En fait, c'est le travail de Pain pour le prochain et d'Action de Carême qui essaye, en tout cas dans toutes les paroisses, d'atteindre le plus de monde possible. Et après, il y a aussi une campagne d'affichage où on a des affiches avec justement ce fameux grill que j'ai derrière moi et la viande. Par exemple, cette année, on alerte en fait sur les impacts négatifs d'une trop grande consommation de viande. Et puis, voilà, donc c'est des choses qu'on essaie de faire depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que la première campagne d'Action de Carême et de Pain pour le prochain sur le climat, elle était en 1989 et son titre était « Il est temps d'agir ». Et maintenant, on est en 2021 et on a de nouveau des campagnes sur la justice climatique et on pourrait avoir de nouveau comme titre « Il est plus que temps d'agir ». Voilà, tout ça pour dire que voilà, on essaye de sensibiliser au plus, le plus vite possible, avec une certaine inertie derrière. Mais je pense que là, maintenant, depuis que les jeunes ont commencé à se dire, mais à quoi ça sert de se former si on n'a pas d'avenir? À quoi ça sert d'avoir des enfants si on ne peut pas leur donner un avenir? Voilà, là, je crois qu'il y a gentiment un peu des gens qui commencent à se poser des questions, qui voient des personnes bloquer les routes et qui se disent, mais pourquoi elles bloquent les routes? Ah, c'est parce qu'on est en train d'aller dans le mur à cause de la crise climatique. Je pense que toutes ces choses-là plantent des graines et il faut pas, comment dire, sous-estimer le potentiel de germination de toutes ces graines. Merci. Alors, la prochaine question que je vois, vous avez dit que demain, il y avait une action, donc ça c'est moi qui l'ai dit, je pense, dans mon introduction. Effectivement, il y a une grève pour le climat demain qui est organisée en Suisse. Alors, Elodie, peut-être tu peux mettre dans le chat le lien que tu m'avais envoyé. Donc, vous pouvez aller voir peut-être sur le site de la grève du climat en Suisse pour avoir plus d'informations. Ensuite, peut-être une question, comme j'avais déjà posé une question à Sonia, je vais vers Yvan pour une question sur les caisses de pension. Chacun a une caisse de pension et c'est la fortune principale du Suisse. Que faire pour les influencer vers une politique d'investissement positive pour le climat? Oui, merci pour cette question. Je pense que c'est quelque chose un levier qu'il faut utiliser. Et puis, à ce niveau-là, Pain pour le prochain et Action de Carême, on organise régulièrement des conférences et maintenant des webinaires pour les paroisses afin qu'elles puissent investir leur argent de manière climatiquement, on va dire, responsable et qu'elles puissent aussi avoir une caisse de pension qui investisse de manière climatico-responsable. Donc là, on essaye aussi de travailler sur ce levier des caisses de pension. On a aussi lancé en Suisse romande un site internet qui s'appelle ecoeglise.ch qui recense tout plein de bonnes pratiques que les églises peuvent mettre en place pour réduire leur impact climatique. Et une des mesures, c'est justement au niveau financier, au niveau des caisses de pension, de réorienter les investissements vers les énergies renouvelables. Merci. Ensuite, je vois dans le chat, c'est pas tellement une question, c'est une réaction de Madame Colette Dufour qui trouve que la CEDH n'est pas contraignante, qu'elle ne peut imposer des sanctions et ce n'est qu'une injonction. Et puis un commentaire de Marie-Claire, comment « J'ai 71 ans, le lobby des défenseurs du climat avance ». Alors, peut-être une question pour qui? Pour Sonia. Nos démocraties occidentales se sont construites sur l'idée d'une croissance continue et d'un développement sans plafond. Le fait de fixer des limites planétaires ne porte-t-il pas atteinte à l'idée de liberté qu'on se fait dans une démocratie? Ne faudrait-il pas revoir les fondements mêmes de nos démocraties pour intégrer ces limites planétaires? Alors, je pense que ce serait bien d'intégrer effectivement les limites planétaires dans les lois. Et dans la Constitution, c'est déjà marqué tout au début que on doit prendre soin de notre environnement, on doit prendre soin de notre pays, de notre sol, de notre eau pour les générations futures. Simplement que la Constitution n'est pas contraignante.
Voilà. Après, je pense pas que ça porte atteinte à la démocratie. La liberté, on dit que ma liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. Donc, si on pense aux jeunes, on n'a pas besoin même de penser au bébé à venir, on a juste à penser, mon fils, il a 15 ans, l'autre a 21 ans, on parle de 2030, 2040, c'est ces enfants, ces jeunes qui sont déjà là, qui vont souffrir. Et là, on parle même pas des pays du Sud, hein, parce qu'ils sont déjà en train de le vivre. La mortalité infantile, elle est en train de rebaisser alors qu'elle était en recul. Donc, non, je peux pas faire ce que je veux parce que ça va prendre sur la génération qui me suit juste après. Je vois pas en quoi ce serait contraire à la démocratie. Merci. Peut-être Anne, est-ce que vous voulez aussi réagir sur cette question? Alors, c'est sûr que les limites planétaires, elles existent et que donc on doit en tenir compte et qu'elles doivent être introduites. Alors, comme le disait Sonia, pourquoi pas dans la loi, c'est juste une réalité. C'est sans discussion. Les limites existent et nous avons essayé depuis des décennies dans les pays industrialisés d'aller au-delà de ces limites. Au-delà des ressources, au-delà de tout ce que la Terre, la biodiversité, tout l'écosystème pouvait supporter. Là, on a vraiment atteint ces limites. Et donc, voilà, effectivement, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants? Il faut réagir absolument dans l'urgence. Merci. Alors, je prends une autre question. Peut-être, Yvan, tu pourras y répondre. Connaissez-vous le revenu de transition écologique initié par Sophie Swatton? C'est un remarquable outil qui a séduit les cantons du Jura et le canton de Vaud en Suisse et qui permet à des personnes sans emploi ou désirant changer d'activité de s'orienter dans une activité écologique et solidaire. Oui, alors je le connais un peu. Je ne l'ai pas étudié tout en détail, mais effectivement, l'idée me paraît excellente. Ça permettrait en fait à de nombreuses personnes de pouvoir travailler pour le bien commun, pour plus de justice sociale, pour plus de justice climatique, sans avoir la pression d'avoir un travail qui soit rémunérateur. Donc, parce on voit aussi beaucoup de gens qui aimeraient s'engager pour le climat, qui aimeraient s'engager pour l'environnement, mais qui n'ont pas le temps parce que, ben voilà, qui doivent en fait faire un métier qui est un métier qui leur permet de payer les factures, mais qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes au niveau d'un engagement climatique ou d'un engagement au niveau environnemental. Donc, ce revenu de transition écologique permet justement aux gens de travailler pour le bien commun, de travailler pour par exemple, une agriculture locale, pour un plus grand respect de l'environnement. Donc, je pense que c'est une bonne idée. La question après de comment le financer, et ça, c'est toute une question politique qui est plus difficile à répondre. Merci. Et puis maintenant, une question que je lance un peu au centre, et puis celui ou celle d'entre vous qui se sent peut y répondre. Bonsoir. Est-ce que selon vous, l'innovation ou l'évolution technologique peut-elle être en accord avec la justice climatique? Est-ce que la technologie est selon vous un acteur qui permet de supporter la justice climatique ou au contraire de la freiner? Puis la personne prend l'exemple de la polémique comme la 5G. Si je puis me permettre de... Vas-y. Sonia? Non, vas-y. En fait, ça dépend quelle technologie. Typiquement, il y a des technologies plutôt low cost, comme par exemple les panneaux solaires photovoltaïques qui ont un impact, on va dire, relativement faible et qui permettent de produire durant 30 à 35 ans de l'électricité. Après, il y a d'autres technologies, comme par exemple les batteries des voitures électriques. Quand on sait, alors d'un côté, une voiture électrique permet de réduire de 50% le CO2 par kilomètre parcouru, mais il faut savoir aussi
comment sont extraites les matières premières. Et dans certains cas, on a justement des violations de droits humains, des pollutions qui arrivent justement lors de l'extraction, soit du lithium, par exemple au Chili, soit du cobalt en République démocratique du Congo. Donc, ces idées qui apportent une innovation au niveau climatique, comme par exemple une batterie, une voiture électrique, ne doivent pas apporter en même temps des violations de droits humains dans les pays de production. Donc là, je pense il y a là. Et puis de manière générale, je pense qu'il faut réduire notre consommation. On ne pourra pas remplacer toutes les voitures par des voitures électriques. Il faut trouver des moyens de réduire la taille des voitures, de les rendre plus légères et de diminuer l'utilisation du transport motorisé individuel, donc des voitures, et d'augmenter l'utilisation des transports publics. Ça, on n'échappera pas à une réduction de la consommation et l'autre partie se fera par des technologies qui sont, on va dire, climato-compatibles et certainement pas avec la 5G qui est une technologie qui augmente la consommation électrique et qui augmente la consommation de données. Donc là, ça va plutôt dans la mauvaise direction parce qu'on aura un plus gros impact écologique. Sonia, vous vouliez réagir aussi? Merci, Yvan. Je suis tout à fait d'accord avec Yvan Maillard et vraiment réduction. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu, dernièrement c'est sorti dans les médias, le canton de Genève qui avait demandé au centre interdisciplinaire de durabilité à l'UNIL de faire une étude de à quoi ressemblerait Genève en 2050. Donc ils ont fait différents plan selon business as usual ou un petit peu plus d'incitation et puis les résultats en 2050. Et si on veut vraiment être à zéro émission de CO2, même en 2050, qui est trop tard pour éviter le dépassement de 2 degrés, ces mesures, elles sont vraiment drastiques. Les gens doivent vraiment se rendre compte qu'on ne va pas continuer à vivre comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera une vie horrible et ça ne veut pas dire qu'on doit retourner au Moyen-Âge, mais je pense qu'on aura une vie meilleure. Par exemple, ce revenu de transition écologique, à faire des métiers qui ont du sens, et pas juste dans la production de biens dont personne n'a besoin à part les propriétaires des usines. Et c'est la mesure de ce changement, je crois que même pour nous qui sommes militants et très impliqués et qui ont toujours des rapports, elle est inimaginable. Elle est vraiment immense. C'est ça qu'on doit faire. Et on ne doit surtout pas penser que l'innovation technologique va tout résoudre. Alors, ils vont rappeler ce qui effectivement risque de poser problème, par exemple les batteries, mais l'innovation technologique ne va pas tout résoudre. Et suivant les discours, les gens s'imaginent, ah oui, c'est bon là, parce que maintenant, on a des chercheurs, vous savez, en Suisse, on n'a pas de matière première, mais on a la matière grise, et ils vont nous trouver des solutions. Non. Toutes ces solutions ne vont pas résoudre ces problèmes majeurs que nous vivons. Nous sommes pour l'instant toujours dans le gaspillage à tous les niveaux. Gaspillage énergétique, gaspillage alimentaire, gaspillage à tous les niveaux, gaspillage vestimentaire, etc., etc. Donc si déjà à ce niveau-là, les choses changeaient, mais effectivement, fondamentalement, ça serait déjà un pas en avant. Ensuite, il y a des technologies qui sont effectivement importantes dans les énergies renouvelables, mais elles ne vont pas résoudre le problème, surtout pas. Merci beaucoup à tous les trois. Je vois qu'on arrive gentiment au bout du temps qu'on s'était donné. Peut-être j'ai encore une dernière question pour vous trois. Brièvement, dans votre engagement, dans votre combat, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous porte? Est-ce qu'il y a un espoir, en fait, quand même, quelque part, et pour nous donner un peu de motivation et y croire quand même.
Moi, j'ai de l'espoir. J'ai pas de l'espoir qu'on va tout sauver. Je sais qu'il va y avoir, comme Yvan Maillard fait de l'Indonésie, par exemple, il y a des choses qui sont déjà en marche. Même si on arrêtait tout maintenant, c'est déjà en marche. Et donc, il va y avoir des souffrances et c'est horrible d'y penser. Mais il va y avoir, je pense, aussi des choses belles qui vont arriver. Et moi, je le vois au sein de ces mouvements, au sein d'IXER, ou bien comme ce qu'on a vécu sur la place fédérale, ou bien à la ZAD, qui est très actuelle. C'est se vivre ensemble, se créer des liens, prendre soin les uns des autres et de la terre. Ça me donne espoir. Et puis, parfois, je me dis que, de toute façon, on est un petit épisode, l'humanité, dans l'histoire du monde, même dans l'histoire de notre planète. On est juste tout petit épisode. Et si nous, on survit pas, il y aura d'autres choses. La planète, elle va pas exploser à cause de ça. Le lac Léman, il sera encore là, les Alpes seront encore là, et puis il y aura une autre forme de vie. Merci. Yvan? Moi, ce qui me donne espoir, en fait, c'est justement toute cette énergie que je sens au niveau des militants pour le climat et des militantes. Et peut-être là, il faut dire qu'il y a aussi, je sens beaucoup plus d'énergie au sein des femmes et des jeunes femmes à justement préserver ce climat, à préserver cet environnement. Et c'est voilà, ce genre d'énergie que je peux en fait sentir lorsque je rencontre d'autres groupes, d'autres gens qui sont engagés. C'est ça qui me fait plaisir et aussi de voir quand on est en contact avec des partenaires dans plein de pays, de voir qu'il y a cette énergie-là qui est aussi dans plein d'autres pays où ils essayent de protéger, de s'adapter au changement climatique, de réduire aussi les émissions de CO2, d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passe. Voilà, ça, c'est des choses qui me donnent courage et qui me donnent envie de continuer à travailler et de sensibiliser le plus possible autour de moi. Oui, alors effectivement, je rejoins ce qu'a dit Yvan et ce qu'a dit Sonia. Et moi, ce qui me donne aussi, qui me fait garder de l'énergie et la motivation, c'est aussi ce réseau au-delà de nos frontières. Ce réseau où on reçoit régulièrement des nouvelles des Philippines, des USA, de la France, de l'Irlande, des Pays-Bas. Ce réseau où on sent que quand même les choses se passent, même si ce n'est pas suffisant, même si ça ne va pas assez vite. Et la rencontre de magnifiques personnes. J'ai fait de magnifiques rencontres et de tous les âges, toutes générations confondues. Et ça porte et ça permet d'avancer et de continuer. Je vous remercie beaucoup, tous les trois, pour ce mot d'espoir final. Merci beaucoup, alors Anne Marère, Yvan Maillard et Sonia Ediger pour avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à toutes les personnes du public cachées qui étaient avec nous. Merci pour vos questions. Voilà. Je vous prie de m'excuser si j'ai peut-être pas pu prendre toutes les questions, mais c'était un peu difficile à suivre dans le chat. Et puis voilà, le temps est limité, donc j'ai essayé de pondérer au mieux entre nos trois invités. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a touché, inspiré, motivé et appris aussi des choses. Merci aussi à toute l'équipe qui a aidé à organiser cette soirée, particulièrement Natacha qui était un super appui pour prévoir cette conférence ce soir. Donc, pour les personnes qui aimeraient approfondir la question de la justice climatique, vous pouvez volontiers aller voir notre site voiretegagir.ch. Peut-être quelqu'un va mettre aussi les liens dans le chat pour que vous puissiez aller voir.
Je vous invite aussi à signer, si vous voulez faire un acte concret et vite fait et facile, la pétition BNS en ligne, aussi sur notre site Voir et Agir. Et puis, sinon, si vous avez envie aussi de participer à un événement, un atelier plus participatif, alors, et puis voilà, de pouvoir continuer la réflexion, nous proposons la semaine prochaine 2 ateliers qui sont vraiment participatifs, où vous pouvez parler, où vous pouvez échanger. Il y a un atelier le jeudi 25 mars qui s'appelle Goûter aux conversations carbone et qui permet de réfléchir et d'échanger, de discuter ensemble pour voir comment diminuer son empreinte carbone, quels sont les freins et quelles sont les motivations. Et puis, le 26 mars, nous avons un atelier participatif et on espère en présentiel qui s'appelle La fresque du climat. Et en fait, c'est un atelier qui est sur la base d'un jeu. C'est assez ludique, ça fait appel à l'intelligence collective. Et donc, on a différentes cartes qu'on doit placer sur un plan de jeu et qui permettent de comprendre les causes et les conséquences des changements climatiques, donc d'avoir une vue un peu systémique de cette question, et puis aussi d'échanger sur les émotions que ça suscite et voilà, donner envie d'agir. Donc, vous retrouvez aussi sur notre site internet voireagir.ch/event voilà, ces différentes informations. Et puis maintenant, je dois vous faire un dernier petit partage d'écran, si j'arrive. Et voilà, c'est une invitation aussi à la fin. Peut-être si la conférence vous a plu, si vous voulez soutenir nos activités en faveur de la justice climatique. Donc, bien sûr, c'est une invitation, vous êtes libre, chacun selon ses moyens et puis son envie. Vous pouvez aussi faire un don, soit avec Twint, pour ceux qui ont Twint, ou soit en allant sur notre page Internet. Il y a aussi la possibilité de faire un don, ou bien par IBAN, tout simplement. On arrive gentiment au bout du temps qu'on s'était accordé. Encore un grand merci à nos invités de ce soir et puis à vous tous pour votre participation, pour votre intérêt. Et j'espère qu'on aura été inspirés pour se mobiliser et puis pour être portés en fait dans cette conviction que la justice climatique peut devenir une réalité. J'espère bientôt. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour la modération, Raïssa, et à tout le monde pour l'organisation. Merci. Bravo. Merci tout le monde. Merci pour la participation et une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et au prochain blocage. Voilà. Au revoir. Au prochain blocage. Merci mille fois, Raïssa. Merci.